Frédéric. Tout d'abord, je te remercie de nous accueillir dans ce camp de pêche qui est très agréable, que je ne connaissais pas. J'avais découvert ce camp de pêche au travers tous les tutos que vous faites et puis toutes les vidéos. Bon, là, on est venu avec un groupe de 7 personnes de l'association APPLH Le Havre. Et jusqu'alors, on est très content. On a pêché des très beaux poissons. Et on a eu la chance hier, un de nos adhérents a pêché un halibut. Le fameux halibut. Le fameux flétan. Ouais, c'est un poisson emblématique. Oui, tout à fait. Bon, il n'était pas très grand, enfin 1m45, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne taille. Alors, j'ai une petite digression dans l'entrée de jeu. Le flétan est un poisson qui vit très vieux. Il faut imaginer un flétan qui fait 2 mètres. Dans la littérature, on trouve des poissons qui ont été datés à plus de 70 ans. Ils estiment que des 2,40 m, donc des poissons qu'on a aussi pris sur le camp dans cette taille-là, peuvent approcher les 100 ans. Donc un poisson qui fait déjà quasiment 1,50 m, 1,44 m, là, comme vous avez pris. C'est un poisson qui a très probablement plus de 25-30 ans d'existence. Donc au-delà de la taille, ce qui est très respectable chez ce poisson, c'est son âge. C'est vraiment quelque chose, pour moi, où il faut remettre en perspective justement l'animal et dire voilà, attention, cet animal-là, imaginez un poisson de 2 mètres, il a 70 ans. 70 ans, c'est incroyable. Donc c'est vrai que même si on n'arrive pas dans cette destination avec dans l'esprit de la pêche sportive, lorsqu'on commence à passer à ce poisson-là, oui, on est dans la pêche sportive. Hein. Oui, je crois que ici, c'est vrai que les Norvégiens eux-mêmes n'ont pas à part pour le saumon, mais pour le reste, le poisson est très lié à une activité nutritionnelle, en fait. Ils attrapent le poisson pour se nourrir. Et la pêche sportive vient par-dessus éventuellement, mais à la base, ils ne vont à la pêche que pour se nourrir. Et nous, on vient ici pour se divertir. Il y a beaucoup de poissons. La morue peut devenir très grosse, c'est déjà beaucoup de lignes. Le lieu noir est un excellent combattant, c'est vraiment extrêmement dynamique. Et le flétan, c'est un poisson qui est en puissance. Il n'est pas forcément en rapidité, mais en puissance, c'est vraiment une table volante ou nageante. Ouais. Et en fait, quand elle a pris une direction, il est très difficile de la tourner parce que c'est pas un poisson qui est hydrodynamique. Il est fait pour résister et coller au fond. Donc c'est vrai que le coup de ligne est un peu particulier et ça surprend souvent qu'on se fait vraiment travailler dur par ce poisson. Donc ma question suivante, c'est cette biomasse. Nous on vient d'une région où la Manche, où le poisson commence tout doucement à disparaître. Je pense qu'à cause de la surpêche. Et là on arrive ici, c'est tout bonnement incroyable. Donc peux-tu nous expliquer en quelques mots comment les Norvégiens, qu'est-ce qui a été mis en place pour protéger et comment garder cette biomasse, cette biodiversité. Donc est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, en fait, il faut revenir déjà un peu longtemps en arrière. Alors, j'étais déjà en Norvège à cette époque-là, mais il y a un peu plus de 35 ans, ils refusent de rentrer dans l'Union européenne. Et à ce moment-là, moi, je leur demande humblement, on a dit, mais moi, je suis un jeune, je suis européen convaincu, on circule, on n'est plus un grand pays, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont avec l'Europe. Et eux me disent, ah non, mais c'est niette. On ne veut pas rentrer dans une union où, en fait, les gens qui n'ont plus aucune retenue vis-à-vis des ressources naturelles
vont être autorisés à venir chez nous sans qu'on ait notre mot à dire et à piller la ressource. Et en fait, je me dis, mais bon, il doit y avoir des règles quand même, il y a des choses, et je comprends pas bien le pourquoi du comment, et pourquoi à l'époque ils veulent pas rentrer dans l'Europe à cause de ça, en se disant on va se faire piller la ressource. Et en fait, maintenant que ça fait plus de 10 ans, 12-13 ans que je viens ici maintenant, et c'est une belle piqûre de rappel de ce que peut être une biomasse et une gestion de la ressource par des professionnels. C'est-à-dire que c'est pas finalement avoir des professionnels qui exploitent la ressource, c'est pas une sentence, c'est pas une mise à mort. Ça peut aussi être quelque chose qui respecte des règles pour que le milieu continue de produire. Et une des règles, et je pense que il y a plein d'exemples dans le monde qui le montrent, c'est qu'on doit avoir un contrôle scientifique de la biomasse. Et ce contrôle scientifique ne doit pas être lié aux professions qui exploitent la biomasse. Il doit avoir une indépendance de jugement. Et quand les gens dont c'est le métier vont vous dire on arrête, on diminue de 70% en 2 ans le quota, etc., eh bien, tout le monde a le doigt sur la couture et obéit. Et c'est fini. Il n'y a pas de... Et c'est là où il nous montre le chemin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrangement. Si la data montre que les stocks s'écroulent, il n'y a pas d'autre échappatoire. Il ne faut pas construire d'autres bateaux, il ne faut pas aller pêcher plus ou plus loin, etc. Il faut juste arrêter de pêcher. C'est comme ça. Ils ont fait la même chose en Irlande, je crois. En Irlande, ils ont enlevé les licences de professionnels, ils ont dédommagé les professionnels. Donc j'avais eu les chiffres exacts, mais ils ont supprimé 80%. 80% des professionnels, et puis les autres ont été indemnisés, ils ont bien compris. À un moment donné, on peut le tourner comme on veut. C'est comme ça. Alors, on peut toujours se dire, oui, mais j'entends, et c'est extrêmement dur pour des professionnels à qui l'Europe a vendu de la protection, on continue à piller les aires marines protégées, etc., et à trouver que c'est normal d'aller pêcher les aires marines protégées, mais à ce moment-là, ne les appelez pas protégées, arrêtez d'enfumer les gens. En France, les aires protégées, protégées sont autorisées par les pêcheurs. Et la problématique, c'est que les marins sont piégés là-dedans, parce qu'une fois que vous avez été autorisé à investir, presque, je veux dire, pour plusieurs générations, vous êtes endetté, on en sort comment? J'entends bien que c'est compliqué pour eux. Sauf que, de toute façon, c'est sûr qu'il n'y a pas d'issue autre que de relever la pression de pêche, voire de l'arrêter si on n'a pas entendu tous les avertissements qui ont été faits avant. Et donc là, ici en Norvège, il y avait... alors les choses ont un peu changé aussi, malheureusement, mais pour le moment, on voit encore la différence du niveau auquel leur biomasse est par rapport à la nôtre. Et c'est dû à plein de facteurs qui en fait donnent des voies de réflexion pour mieux gérer nos milieux à nous, quoi. C'est clair. Ça fait des règles qui ont été mises en place. Et en fait, les règles qui existaient et qui ont été changées et qui amènent aux mêmes problématiques que maintenant nous on a, en fait, pendant des années, la biomasse a pu être garder une forte croissance sans que les quotas aient à être changés, etc. Parce qu'il y avait plusieurs choses. Déjà, il y avait le fait que ils étaient limités, leur zone de pêche était limitée. C'est-à-dire que globalement,
même s'il y avait un peu de pêche hauturière, globalement, les stocks de poissons migrateurs, etc., le stock de poissons était géré par des pêcheurs locaux, qui n'avaient pas le droit d'aller se balader partout. Donc, ça veut dire que les pêcheurs locaux avaient une pression de pêche chez eux, personne d'autre venait chez eux, et que quand le poisson migrateur arrivait, il fallait qu'ils attendent qu'ils arrivent sur zone pour pouvoir le pêcher. Et donc, le poisson migrateur, au fur et à mesure qu'il arrivait, vous pêchez uniquement la partie qui vient chez vous, et pas la partie qui va chez le voisin. Donc vous vivez bien suffisamment de votre pêche, le voisin va vivre bien et suffisamment de sa pêche, et comme le poisson n'arrive pas partout au même moment, vous évitez un engorgement des marchés, ce qui fait que ça aussi protège globalement face aux effondrements de prix que l'on peut avoir quand tout le monde pêche la même zone avant que le poisson se répartisse, et que tout d'un coup on a des afflux massifs qui font en sorte que le prix s'écroule. Donc déjà, d'avoir une pêche, on va dire, de proximité, fait que les bateaux étaient moins gros, avec moins de puissance, avec moins de capacité de surpêche, et avec une pêche plus raisonnée dans la mesure où c'est l'offre, on va alimenter l'offre localement. C'est-à-dire que si localement on est capable d'absorber X tonnes, on va pêcher X tonnes. Et le reste, on va le laisser. Deuxième aspect qui protégeait les choses, c'est que comme les poissons migrateurs viennent en fait se reproduire, on peut se dire, mais attends, si on pêche des poissons qui se reproduisent, nous on est dans l'idée qu'il ne faut pas les pêcher, quoi. On est bien d'accord, normalement il ne faut pas les pêcher, mais si, par exemple, comme ce qu'ils faisaient jusqu'à il y a une dizaine d'années, ils n'avaient pas le droit de pêcher la nuit, donc pendant la nuit il y avait une partie des poissons qui avait une chance de se reproduire, et après on ne prélevait les poissons que la journée. Il y avait de nouveau un ballon d'oxygène pour la population à se reproduire. À partir du moment où on laisse se reproduire, on a un recrutement de l'espèce, qui est toujours positif. Mais si, comme on le fait maintenant beaucoup, on confisque en allant chercher les poissons avant la migration, avant les zones de ponte, et qu'on confisque ce stock ne se sera jamais reproduit. Donc, on doit mettre en place des solutions qui font que le poisson, on le laisse aller se reproduire. Et c'est ce qui se faisait de façon presque ancestrale en Norvège pendant longtemps, et c'est ce qui fait que ça a retardé aujourd'hui les faits. Il y a quelques années, ils ont succombé aux sirènes du marché, ils ont autorisé les navires-usines. Les navires-usines, comme ailleurs maintenant, sont allés confisquer le quota à l'origine, c'est-à-dire à la sortie de la mer des Barents. Ce qui fait que de moins en moins de poissons arrivent localement ici, et de moins en moins de poissons pondent. Et là, en 10 ans, vous avez le résultat escompté, c'est-à-dire que vous avez des stocks où vous êtes obligé de réduire de 70% vos quotas. Et tu m'expliquais aussi, un jour, lorsqu'on a dîné ensemble, que les Norvégiens préservaient leur qualité de vie, et que avant que ces bateaux-là arrivent, et donc par exemple le 15 août ils pêchaient pas, et puis que par la force des choses, comme les autres bateaux pêchaient, ils ont été comme te dire, écoutez, moi je reste pas à la maison, je vais... Pendant la période de ponte de la morue, du Skrei, donc on est à Pâques, tout le monde s'arrêtait de pêcher. Parce que localement, et comme il n'y avait pas de gens de l'extérieur, la tradition locale de s'arrêter de pêcher à Pâques permettait aux poissons de se reproduire. Eux, ça leur permettait de se reposer et d'être peinards. Et tout le monde allait bien, et au final, le stock en bénéficiait. C'était pas forcément conscient. On est bien d'accord, c'était pas... je ne vais pas dire qu'ils sont extrêmement vertueux, mais il se trouve qu'il y avait plein de choses qui faisaient que ça contribuait au bien-être des populations de poissons. Et tout d'un coup, quand ils ont ouvert aux navires-usines, quand ils ont ouvert au fait qu'on puisse aller partout pêcher, tout d'un coup, ils ont dit, attends, nous c'est quand même notre poisson, c'est nos trucs. Là, nous, c'est le dimanche de Pâques, là, et puis on voit les gars en train de nous piller notre ressource. L'an prochain, on ne fera pas une semaine de congé, on va faire 2 jours de congé, et puis le reste, on ira à la pêche.
Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec les gens qui viennent de plus loin, plus les locaux qui se mettent à pêcher et qui, pour le coup, de nouveau, une autre mesure qui fait qu'on a moins de reproduction. Est-ce que, nous en France, on parle beaucoup du réchauffement climatique avec une migration des espèces. Nous, on le constate en Normandie, on a des espèces tout doucement qui viennent de l'Atlantique, du sud, qui remontent. On a un réchauffement d'environ 2 degrés. Ça a une conséquence. La preuve, puisque avant on pêchait de la morue, mais on ne pêche plus du tout. Enfin, là, il y en a quelques-unes, hein, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Est-ce qu'ici, ce réchauffement, il est ressenti? Alors, il est ressenti, moi, alors, ce que je veux dire, c'est empirique. C'est seulement le fait de constatation. J'ai pas fait d'études scientifiques, je suis seulement fait d'études en aquaculture, mais pour comprendre les choses, mais pour le coup, on n'a pas étudié vraiment la data ici, mais de façon empirique, ce qu'on a vu sur 12 ans, là où je viens, c'est globalement, on a pris sur les températures les plus chaudes. Ici, comme on est sur le courant, on est sur l'axe du Gulf Stream, l'été, on arrive à avoir jusqu'à 2 degrés de plus que les températures moyennes qu'on avait avant. Et moi, je le constate. Là, cette semaine, par exemple, pendant que vous étiez là, quand je regardais la température, on est monté quasiment à 16 degrés sur certaines zones. Et quand on se déplace d'une centaine de mètres, on va tomber à 12 degrés. Donc, on voit bien qu'on a des courants d'eau chaude qui montent. Et l'an dernier, j'ai enregistré des courants d'eau chaude jusqu'à 19 degrés. Et ce qui correspond exactement aux surélévations que vous avez aussi. Ouais. C'est-à-dire que les 2 degrés que vous prenez supplémentaires pendant l'été, ils arrivent jusqu'ici. Ouais, c'est ça, il y a 2 degrés. Voilà. C'est-à-dire que quand moi, normalement, je devrais être à 16, au max, je vais monter à 18, voire plus, si jamais il y a une période de grosse chaleur dans le sud d'Europe. Nous, ça se ressent principalement par un refroidissement moindre pendant la période hivernale. Les températures sont de plus en plus élevées l'hiver. Ça, je peux pas dire, je viens pas l'hiver, ouais, mais je pense qu'on le voit pas forcément comme ça. Je vois que nous, ce qu'on voit par contre, c'est l'arrivée de nouvelles espèces, de fourrage notamment. Et tu vois, les changements de courant ont impacté très négativement les populations de macareux, puisqu'en fait, elles ont éloigné des côtes où il y avait les colonies de macareux ancestrales qui se nourrissaient d'une nourriture très précise. Ils abandonnent leur nid. La femelle et le mâle abandonnent leur nid. Donc s'ils vont pêcher trop loin, les poussins refroidissent trop vite et meurent parce qu'ils ne sont pas assez chauds. Donc en fait, ces oiseaux qui vivent plus de 30 ans, on a du mal à les voir décliner en fait, parce qu'on a affaire à des vieux individus, et donc pendant un moment tu as des vieux individus qui sont là, qui sont toujours vivants, qui bougent, qui se reproduisent, mais petit à petit ils se reproduisent de plus en plus mal, et le taux de mortalité est de plus en plus fort, et tout d'un coup il y a plus de recrutement de jeunes parce qu'il n'y a pas assez de poussins viables. Et donc là, depuis l'an dernier, il y a des photographes animaliers qui ont documenté le fait que les macareux, maintenant, arrivent à trouver des alevins de maquereaux. Et pour la première fois, a priori, ils ont vu des macareux se nourrir d'alevins de maquereaux, de petits fingerlings, ici. Et donc, c'est une nouvelle manne, une nouvelle ressource qu'ils ont. Et peut-être que ça contribuera, on le saura dans 10 ans, au retour des macareux, des grosses colonies de macareux. On voit, à cet endroit-là, on voit des choses, l'hôtel à mouettes. Ouais. Ça, j'avais jamais vu. Je l'ai pris en photo, là, et c'est quelque chose que on ne pense pas. Et les locaux y ont pensé, un hôtel à mouettes. Donc, oui, en fait, les mouettes avaient pris l'habitude, donc elles suivent les marins. Et en fait, le bâtiment, l'ancien hôtel de marins, était colonisé
tous des rebords de fenêtres, le toit était entièrement couvert de nids de mouettes. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que les autres maisons, même abandonnées, n'ont pas de nid de mouettes. Et c'est uniquement sur les maisons de marins, là où le poisson est travaillé, là où les gens qui vont travailler le poisson vont et viennent, que les mouettes se fixent. Donc les mouettes, en fait, suivent les marins, suivent les bateaux, avaient l'habitude de dormir là où les marins dormaient, pour que le matin, dès qu'ils partent, en fait, elles suivaient les bateaux. Et ça, c'est resté dans la culture. Quand ils ont, là l'an dernier, ils se sont dit, on va retaper le bâtiment, etc. Donc ils ont commencé à tout nettoyer. Mais pour eux, c'était inconcevable de ne pas redonner un endroit pour que les animaux continuent d'exister. Et c'est là la grosse différence, en fait. Je pense, avec les Norvégiens et nous, c'est qu'eux vivent dans une nature qui est omniprésente, qui imprime son rythme, 24 heures de jour, 24 heures de nuit l'hiver. L'hiver, une température extrêmement rigoureuse, avec potentiellement des moins 20 ou voire plus à certains endroits. Et donc ça vous rappelle à la réalité que la nature, vous la subissez. Et qu'on ne peut pas la combattre, on ne peut pas... voilà, il faut arrêter de dire qu'on peut dompter un fleuve. Je pense que les nids à mouettes, on pourrait les mettre en place en France, des endroits. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Il suffirait de faire un essai. Oui. Ouais. Nous, je vois sur le Havre, on est colonisé par les mouettes. Hein. Parce que pour se nourrir, il y a toutes les moulières qui sont sur le long des poteaux des canouets, des pontons. Et donc à marée basse, ça laisse apparaître toutes les moulières. Donc voilà, alors on est envahi parce que c'est des très grosses moules, donc ils ne sont pas consommés. Et donc forcément, les mouettes, pour les casser, les laissent tomber d'une trentaine de mètres, une vingtaine de mètres, ça se tombe sur les bateaux, il y en a partout. Là, en fait, elles font avec les oursins. Avec les oursins, la même chose. Là, si vous allez à pied au quai du ferry, elles utilisent tout le quai du ferry. Donc à marée basse, elles vont chercher les gros oursins. Là. Alors c'est des oursins, je peux le dire, ils sont énormes. Et elles les prennent, elles les éclatent au sol. Et après, tic, 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 elles gamellent les oursins. Bon, écoute Frédéric, ça va être le mot de la fin. Pour finir, je vous remercie de votre accueil. Hein, je pense qu'on va véhiculer, parce que franchement, il y a un accueil, ton accueil personnel déjà. Je pense qu'on a affaire, on a affaire à un passionné déjà. On voit bien que quand tu parles, on voit tes paroles, parce que c'est vraiment, on voit bien que tu es passionné. Et puis, il y a les gens du camp, Daniel, voilà, tout ça, c'est très bonne organisation. Écoute, un grand merci. Et puis, moi, personnellement, je pense que je vais revenir. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous avoir. C'est un camp, je pense, qui est assez familial. Oui. Moi, j'ai commencé comme client ici. Et puis, je me suis lié d'amitié avec certains associés qui sont suédois. Avec John, on est venu avec des amis, j'avais plein d'amis ici pendant des années. J'ai développé du matériel de pêche ici. Et voilà, après, c'est un endroit dont on tombe facilement amoureux parce que c'est loin de tout. On trouve une tranquillité ici qu'il n'y a pas ailleurs. On trouve une présence de la nature. Vous avez vu des orques. Hein. Ouais, on a vu des orques. Les orques, c'est magnifique. Voilà, il y a des phoques, il y a des aigles pêcheurs, il y a toute une quantité d'oiseaux. Vous ne l'avez pas encore fait, mais ceux qui veulent se balader à pied et faire de la photo d'oiseaux, il y a des espèces. Cette semaine, il y a eu un pélican qui est venu. Donc il est arrivé le 10 juillet sur l'île, et le 21 juin, il était enregistré dans les îles Åland en Finlande, en face de Stockholm, de l'autre côté. Et 20 juin, 10 juillet, en 20 jours, il est arrivé de Finlande, il a traversé la Suède et la Norvège, et il a atterri à 90 km en mer ici. Donc un pélican à petite gorge, qu'ils appellent. Et il y a eu 3 observations faites en Norvège, donc c'est un truc extrêmement rare. Et il a atterri ici au milieu des îles. Quoi. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent ici et qui sont extraordinaires à voir. Il y a le phare qu'on peut visiter.
Ah, si, c'est vraiment plein de choses. Et des poissons. Des Ah, les poissons. poissons. Ah ouais, les poissons. Et des poissons pour tout le monde. Ouais. Ah, Exactement. c'est- Tu descends ta canne, tu descends, paf, ça y est. Ah, des fois, on attend un peu quand même. Oui, un petit peu. Oui. Oh, Mais bon. Après, quand tu arrives au bon endroit, c'est. Ouais. Bah, écoute, un grand merci, Frédéric. C'est moi qui vous remercie de votre passage. Et c'est un plaisir. Ah, ça a été un plaisir aussi. Donc, moi, personnellement, je reviendrai. Mon collègue, ouais, je pense. Non. Il y a de fortes chances que tu nous revois. Donc, Ça va. voilà. Pas de Bon, bah, problème. écoute, à très bientôt. Merci. À Bonne bientôt. soirée à toi. Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig.